Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire Quel levier d'engagement mettre en place pour motiver vos collaborateurs. Je suis Alexandra Guimarès, chef de projet événementiel pour l'expertise RH chez Heming et je suis ravie d'animer ce webinaire aujourd'hui. Ce webinaire durera une trentaine de minutes et nous prendrons 10 à 15 minutes pour répondre à l'ensemble de vos questions. Naturellement, ce webinaire sera enregistré et le lien de rediffusion ainsi que le support de présentation vous sera envoyé par email à la fin de cette session. Vous pouvez poser toutes vos questions par l'intermédiaire de l'onglet Questions qui se trouve soit en haut à droite de votre écran, soit en haut à droite de la plateforme GoToWebinar. À présent, je suis ravie de vous présenter nos intervenants du jour. Jean-Marc Perrin, consultant expert RH chez Heming. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Voilà, Et, donc effectivement. et Ah, pardon. Dominique, pardon, et Dominique Détriche, dirigeant chez Pionnier Conseil. Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour Ouais. Alexandra, bonjour Jean-Marc. Bonjour, bonjour. Donc oui, donc moi je travaille au sein d'Eming dans l'équipe QVCT et on a pensé qu'il était intéressant aussi que Dominique voilà, contribue à ce webinaire. Dominique a été un client Eming et maintenant Dominique, je te laisse peut-être dire deux, trois mots en complément. Oui, rapidement, bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai été directeur des ressources humaines de différentes structures, notamment de TI. Et récemment, il y a environ 2 ans, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et j'apporte dorénavant du conseil auprès des dirigeants en management, performance et sur des sujets spécifiques de compétences et de ressources humaines. Voilà, donc ça sera un webinaire à deux voix. Exactement. Merci beaucoup. À présent, je vous propose de découvrir le programme autour de ce webinaire. En amont, il est essentiel de définir les éléments clés et la définition même de l'engagement collaborateur pour identifier par la suite les facteurs influents et les freins qui y sont liés. Ensuite, nos experts analyseront quelques stratégies éprouvées comme la reconnaissance des performances, la promotion d'un environnement de travail collaboratif et l'importance d'une communication managériale efficace. Enfin, ils répondront à la problématique de ce webinaire en vous partageant les bonnes pratiques pour instaurer une culture dynamique et inspirante. À présent, je laisse la parole à nos experts et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire. Merci. Donc, on va déjà poser les choses et parler de ce qu'est la motivation, la fidélisation et l'engagement collaborateur avant d'aller sur comment faire finalement et comment répondre à ça. Quand on parle de motivation, en fait, moi j'aime bien aller voir des définitions simples du dictionnaire, hein, avec deux définitions. Une première qui tourne autour de finalement la motivation, d'après Larousse, c'est les raisons, les intérêts, les éléments qui poussent quelqu'un dans son action. Et d'après le Robert, ce qui motive un acte, un comportement, ce qui pousse quelqu'un à agir. Donc on voit bien que la motivation, c'est en lien avec l'action et l'énergie. Si on pousse un peu les choses et qu'on va creuser sur les théories de la motivation pour comprendre finalement comment on pourrait créer les conditions de la motivation, il m'a semblé intéressant de partager avec vous trois grandes théories qui parfois se recoupent, hein. La première théorie, c'est la théorie des besoins. Et la plus célèbre, bien sûr, vous la connaissez, c'est celle de Maslow avec sa fameuse pyramide, hein. Cette pyramide qui nous dit que finalement, pour qu'une personne soit motivée et pour créer les conditions de la motivation d'une personne, il faut répondre à ses besoins, avec des besoins fondamentaux, puis des besoins qui peuvent bien sûr évoluer. Alors, Maslow a eu une approche, la théorie de Maslow a été vraiment simplifiée, hein. Il n'y avait pas forcément cette approche un peu pyramidale, hein. C'était dans la volonté de vulgariser en fait ce qu'il avait dit que cette pyramide, mais ça nous a marqué. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça nous dit quelque chose qui est important, qui est de dire intéressons-nous aux besoins de chaque personne. La deuxième chose, la deuxième théorie en fait qui est aussi intéressante, hein, c'est la théorie de l'autodétermination, plus connue sur tout ce qui est motivation intrinsèque et extrinsèque, en gros interne et externe. Qu'est-ce que ça nous dit? Ben, pour être motivé, il y a bien sûr des éléments externes qui peuvent contribuer à la motivation d'une personne. Je donne un exemple tout bête, hein, au travail, on a des éléments externes, ben, par exemple c'est la rémunération, le salaire, hein, ça peut être des avantages, hein, voilà. Et puis il y a la motivation interne, intrinsèque, hein, c'est finalement qu'est-ce qui nous fait plaisir au travail? Qu'est-ce qui nous fait plaisir? Et on voit bien que ces deux choses sont complémentaires. Une troisième théorie que j'aime bien aussi utiliser quand j'interviens et que quand j'essaye de comprendre finalement avec mes clients qu'est-ce qui peut se jouer au niveau de la motivation, c'est la théorie de l'équité.
C'est en fait la théorie de rétribution-contribution, c'est-à-dire que finalement, une personne elle va être motivée quand elle va avoir le sentiment que entre ce qu'elle contribue, ce qu'elle apporte à l'entreprise, en face, il y a une juste récompense qui peut se traduire en termes de salaire, qui peut se traduire en termes de statut, en termes de reconnaissance. Et l'autre aspect qui est intéressant aussi avec cette théorie de l'équité, au-delà du fait que l'équilibre pour la personne lui semble tout à fait correct, c'est que quand il se compare à d'autres personnes, que ce soit au sein de son entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, il trouve qu'il est justement apprécié. Donc ça, c'est trois théories. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces trois théories, en fait, en résumé, sur la motivation, et c'est important d'avoir ces éléments-là. Elles nous disent les choses suivantes. En résumé, excusez-moi, la motivation est multifactorielle. Ça, c'est un point qui est important. Il y a plusieurs façons d'agir sur la motivation. L'autre point qui est important, c'est qu'une personne n'est pas motivée dans l'absolu. Elle est motivée par quelque chose, par quelqu'un. Et également, ce qui est important, c'est qu'un individu peut être porteur de motivations différentes, issues de son histoire. La motivation, elle est également instable dans le temps. On peut être motivé à un moment, moins motivé à un autre. La motivation, elle se construit finalement dans ce qui se joue entre l'individu, dans l'interaction entre l'individu et le contexte dans lequel il se trouve. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant là, si on s'intéresse au travail, c'est que le travail, dans tout ce qu'il peut contenir, est susceptible de satisfaire des besoins très variés en termes de motivation. Et on voit bien aussi que par rapport au travail, la valeur qui va être accordée par l'individu, finalement, à ces différentes satisfactions, elle est variable dans le temps. Et elle peut varier également pour un même individu en termes d'intensité. Et le dernier point, et c'est là où ça me paraît vraiment le plus intéressant, c'est finalement se dire, on peut agir. La motivation, c'est vraiment un état qui se cultive. Et en fait, pour cultiver cet état, à mon avis, il y a trois dimensions. La première dimension, c'est bien sûr la dimension de l'entreprise, finalement, les politiques RH, la direction, l'impulsion qu'elle donne, le sens qu'elle donne. Donc, finalement, l'entreprise, elle est effectivement responsable de fournir une vision, des ressources, des moyens, des outils pour pouvoir bien travailler et ainsi renforcer la motivation. On y reviendra, il y a bien sûr aussi le manager. Le manager, on voit bien que c'est un rouage essentiel dans la motivation des équipes et de chaque collaborateur. Et son rôle, c'est vraiment d'être au plus près des besoins pour pouvoir renforcer cette motivation. Et il ne faut pas l'oublier, il y a également le collaborateur. Le collaborateur est aussi son propre acteur de sa motivation. Le collaborateur doit être en capacité, en fait, aussi d'exprimer, de dire ce qui est important pour lui, ce qui peut l'intéresser dans un travail et moins l'intéresser, pour créer finalement ce dialogue tant avec le manager qu'avec les équipes RH, pour voir qu'est-ce qu'il est possible de faire pour maintenir, soutenir et contribuer à cette motivation. Donc voilà, à mon avis, un triangle qui nous paraît important, et c'est dans le cadre un petit peu de cette grille de lecture qu'on va avancer ensemble. La motivation, l'autre sujet, c'est la fidélisation. C'est vraiment un point qui est très important. Si on regarde finalement la notion de fidélisation, c'est une notion qui s'apparente un petit peu à la fidélisation client. C'est l'action de s'attacher durablement à une clientèle, un public, par une politique appropriée. C'est finalement, il y a une autre notion qui est intéressante, c'est comment je peux rendre fidèle, comment je peux finalement créer ce lien d'attachement entre une personne et un client ou des consommateurs. Si on le traduit plutôt au travail avec une notion RH, ça va être vraiment une attitude dans laquelle se trouve une personne ayant un sentiment d'appartenance fort et une très faible propension à rechercher et examiner des offres d'emploi externes. Donc c'est vraiment deux facettes, cette faible intention de quitter son employeur et une forte implication organisationnelle. Quand on a posé maintenant les choses sur la motivation et la fidélisation, on peut regarder l'engagement. On peut regarder l'engagement avec finalement quelque chose qui me paraît important, parce que des définitions d'engagement, il y en a bien sûr plusieurs, et celle que je vous propose, c'est la suivante. L'engagement, c'est un lien affectif entre le collaborateur et son employeur. Alors, j'irais même un peu plus loin entre son collaborateur, entre le collaborateur et son employeur, mais aussi son métier. Il ne faut jamais oublier la notion de métier, ce que fait la personne. Et donc, ça conjugue plusieurs choses. La première chose, c'est bien sûr
la fierté d'appartenance. Voilà, la personne s'identifie à sa propre entreprise. On a tous rencontré des personnes qui étaient fières de travailler pour une entreprise et qui s'identifiaient à cette entreprise. Il y a un autre aspect, c'est vraiment cette énergie pour travailler. Et là, on est plutôt sur le champ de la motivation, finalement. Quel sens je donne aux choses, quel intérêt j'ai pour ce poste, pour ce métier, pour ce que je fais. Et puis, il y a cet attachement qui est là, qui est plus, on va dire, affectif, voire dans certains cas émotionnel, qui est vis-à-vis de l'équipe et vis-à-vis des personnes avec qui j'interagis. Alors, ça peut être des personnes internes dans l'entreprise, comme ça peut être aussi des personnes externes, des clients, des partenaires. Donc ça, c'est pour nous une notion qui est différente de la motivation et qui s'exprime à travers ces trois dimensions. Voilà ce que je voulais partager dans un premier temps. Alexandra? Oui, et voici notre premier sondage. Alors, il va s'afficher dès maintenant sur la plateforme et sur vos écrans. Et je vous lis la question. Quelles actions avez-vous engagées pour améliorer l'engagement collaborateur? Donc, vous avez plusieurs choix de réponses et vous pouvez en sélectionner plusieurs. Je vous lis le choix des réponses. L'investissement dans le développement des collaborateurs, type formation, le programme les programmes de bien-être au travail, le développement des avantages sociaux, le renforcement de la communication interne et enfin aucune de ces actions. Nous vous laissons quelques secondes pour y répondre et nos experts commenteront ces résultats par la suite. Très bien, je vois que vous êtes déjà 40% à avoir voté, 52%. Je vous laisse encore quelques instants pour répondre. Il y a déjà une première tendance qui s'y dégage. Très bien, le sondage est maintenant terminé, donc les résultats vont s'afficher sur votre écran. Et on constate, Jean-Marc et Dominique, qu'à 61%, l'action principale est l'investissement dans le développement des collaborateurs type formation, 58% dans le développement des avantages sociaux et enfin, donc la première tendance est dans le renforcement de la communication interne à 79%. Je vous laisse commenter ces résultats. C'est extrêmement intéressant parce que ça met en fait en avant que la première enfin, le premier axe qui va être traité par l'organisation va être de se dire comment on fait en interne pour être certain que les communications et les informations passent bien et quelque part il y a une fluidité qui fait que l'engagement se renforce. Donc on aurait pu peut-être penser, ce qui est peut-être intéressant, c'est de se reprojeter un peu en arrière il y a quelques années où typiquement les programmes de bien-être au travail avaient le vent en poupe et on considérait que ça pouvait être une solution à beaucoup de choses. Et on se rend compte par le biais de ce sondage, dans la situation actuelle, que le triptyque de du renforcement de la communication interne, de l'investissement dans le développement des collaborateurs. Donc la communication interne, c'est plutôt une action collective. Le développement des collaborateurs, c'est plutôt un focus qui peut être individuel et collectif. Et le développement des avantages sociaux qui fait également, je pense, très écho actuellement aux enjeux que l'on a sur le pouvoir d'achat et également les problématiques qu'on a connues économiques d'inflation, font qu'on revient à des choses qui sont extrêmement opérationnelles et très orientées sur l'efficacité. Donc voilà, moi, le commentaire que je peux faire et c'est très intéressant. Très bien, En merci beaucoup complément, Dominique. ouais. Et Jean-Marc, Juste un en petit effet, si tu as un complément, oui, complément. oui, mais voilà, c'est juste le premier point, 79%, renforcement de la communication interne. S'il y a d'intéressant, c'est de se dire finalement, l'entreprise cherche à donner du sens. Et on voit bien que pour être motivé, le sens est toujours premier. S'il n'y a pas de sens à ce que l'on fait, pourquoi on le fait, pour qui on le fait, c'est toujours difficile après, quels que soient les leviers que l'on utilise, d'engager les collaborateurs. Très bien, merci beaucoup. Je ferme le sondage et je vous laisse continuer la présentation. Alors, ce qui va être intéressant dorénavant, c'est que justement les trois premiers leviers qui sont issus du premier sondage que l'on vient d'effectuer, on va les développer parce que ce sont des leviers qui nous apparaissent extrêmement importants, qui font clairement sens pour le renforcement de l'engagement au sein de l'organisation. Pour revenir un peu sur ce qu'a évoqué Jean-Marc, un des premiers points qui est essentiel de noter, c'est que la motivation ne signifie pas l'engagement. La motivation représente bien souvent une énergie temporaire, comme ça a été évoqué, et elle est souvent définie comme un élan interne qui pousse une personne à atteindre un objectif à court terme ou à accomplir une tâche précise. Cette motivation, elle peut être stimulée par des récompenses,
une prime, un objectif ou des facteurs internes comme le désir d'accomplissement personnel, ce qui a déjà été évoqué. L'engagement est une connexion qui est peut-être un peu plus durable, c'est-à-dire que on va au-delà de la motivation temporaire et on va s'inscrire dans une dynamique qui va être à plus long terme. L'employé engagé n'est pas simplement motivé par des récompenses immédiates, il va ressentir en fait un lien profond avec son travail, ses collègues et la mission de l'entreprise. Donc c'est typiquement le sens dont parlait Jean-Marc. Cet engagement, il va impliquer une identification émotionnelle et une connexion durable avec l'organisation, sa culture et ses objectifs. Le salarié qui est engagé se sent partie prenante de la réussite collective de l'organisation et il est souvent prêt à fournir des efforts supplémentaires, ce qu'on peut parfois appeler des dépassements de fonction, même sans promesse de récompense immédiate, parce qu'il perçoit que son travail, en fait, il a un sens qui est plus global et qui s'engage vraiment dans une démarche collective d'organisation. L'engagement est donc plus stable et va résister mieux aux hauts et aux bas du quotidien professionnel qui peuvent, eux, plutôt faire écho à la motivation. Les différences essentielles sont de trois natures. La première différence, c'est la temporalité, puisque la motivation, comme on l'a évoqué, va plutôt être de courte durée et liée à des objectifs spécifiques, tandis que l'engagement va se manifester sur du long terme et s'enracine dans une vision plus large. Le deuxième point, ce sont les facteurs déclencheurs. La motivation est souvent liée à des facteurs externes, des incitations, des objectifs, des échéances. L'engagement, il va davantage être nourri par des facteurs intrinsèques comme l'alignement avec les valeurs de l'entreprise, le sentiment d'appartenance ou la satisfaction au travail. Et le troisième effet, la troisième différence essentielle, ça va être en fait les effets sur la performance. Un employé motivé peut atteindre un objectif rapidement et efficacement, mais un employé engagé est plus susceptible de maintenir un haut niveau de performance dans la durée, même lorsque la motivation ponctuelle peut être faible pour des facteurs internes ou externes à l'organisation. Dans ce cadre-là, et c'est le deuxième point qui est essentiel, c'est de considérer que les dimensions émotionnelles et affectives sont importantes, les valeurs d'entreprise, l'implication et de par là même le rôle du management. Les valeurs de l'entreprise et le management jouent un rôle fondamental dans le renforcement de l'engagement des collaborateurs parce qu'ils vont créer un environnement de travail dans lequel les employés se sentent connectés, reconnus et valorisés. C'est deux éléments qui sont essentiels pour renforcer l'engagement des collaborateurs. Le premier point va être l'alignement avec les valeurs de l'entreprise et c'est typiquement ce qu'évoquait Jean-Marc, le sens donné au travail et le sens au travail. Les valeurs de l'entreprise sont des principes fondamentaux qui vont guider les décisions, les comportements et la culture de l'organisation. Lorsqu'on a un collaborateur qui va adhérer et partager ses valeurs d'entreprise, il va ressentir un plus grand sens au travail lorsqu'il va l'accomplir. Cet alignement entre des convictions qui vont lui être personnelles et celles de l'entreprise vont renforcer cet engagement. L'appartenance et la fierté. Un collaborateur va percevoir que si l'entreprise agit d'une manière cohérente par rapport à des valeurs qui lui tiennent à cœur, par exemple, ça peut être l'éthique, le collectif, l'innovation, le développement durable, il se sentira fier d'en faire partie. Cette fierté renforce le sentiment d'appartenance qui est un facteur clé de l'engagement. Mais ce n'est pas le seul. Le sens et la mission commune sont particulièrement importants. Le salarié engagé ne va pas travailler simplement pour un salaire, il va travailler pour contribuer à une mission plus grande. Alors ça, c'est un élément qui a évolué et qui continuera d'évoluer, puisque quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, il y a 5-6 ans, le sens au travail était essentiel, notamment pour les jeunes générations. Il y a une réalité qui nous a frappé de plein fouet, qui est concrètement suite à la crise du Covid, les problématiques d'inflation et de crise économique. Le sens au travail, il a pris un tout petit pet dans l'aile. Et en fait, on s'est rendu compte, et c'est typiquement les résultats du sondage que nous avons eu, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelque chose qui était important, le sens demeurait important, mais également la rétribution et ce qu'on va donner en contrepartie du travail refaisait sens très fortement pour les collaborateurs. Donc par rapport à ça, le rôle du manager, il va être essentiel. Pourquoi? Parce qu'il va offrir un soutien qui est concret et personnalisé. Le management, à tous les niveaux, est un pilier de l'engagement. Il va influer directement sur l'expérience quotidienne des collaborateurs. Un management qui est bienveillant, transparent et efficace peut transformer des équipes en leur donnant les moyens de s'impliquer davantage. Ça se base sur quoi, ce rôle du management? Une communication claire et transparente. Donc, la culture de la transparence, la culture de la clarté, la compréhension et l'explication de la vision et des objectifs de l'entreprise vont rendre le collaborateur plus enclin à s'engager. Les managers doivent communiquer régulièrement sur les évolutions, les succès, donc le côté positif, et également les défis ou les échecs,
pour que les employés soient en capacité de savoir où va l'entreprise et comment le travail y contribue. Le deuxième point qui est extrêmement important, c'est la reconnaissance et la valorisation. Les collaborateurs se sentent plus engagés lorsqu'ils sont reconnus pour leur contribution. Alors, je ne parle pas spécialement de reconnaissance, pardon, sonnante et trébuchante. Je parle simplement d'un management qui va valoriser les efforts, qui va célébrer les succès et qui va reconnaître l'importance de chaque salarié pour stimuler un sentiment d'accomplissement personnel, mais aussi collectif. Donc la reconnaissance, elle peut être formelle, hein, par des récompenses, par des promotions, ou informelle, par des félicitations, des encouragements. Dans tous les cas, elle est essentielle. Le troisième point, c'est l'autonomie et la responsabilité. Un management qui fait confiance à ses collaborateurs et qui leur donne une certaine responsabilisation va leur permettre de les rendre plus maîtres de leur travail et de leur rôle et responsabilités à leur niveau. En ayant un espace pour prendre des initiatives et faire des choix, les employés développent un sentiment de responsabilité. Et ça, c'est vrai, quel que soit le niveau de l'organisation et quel que soit le statut du collaborateur. On peut parler typiquement d'un ouvrier sur chaîne ou d'un cadre. Le fait de mettre les collaborateurs au bon niveau et de les rendre force de proposition, responsables des tâches qui leur incombent, peut se faire à n'importe quel niveau de l'organisation. Et le dernier point qui est important, c'est le soutien au développement individuel et collectif. Les managers qui vont investir dans le développement des compétences et qui vont faire attention à la manière dont l'évolution des carrières des collaborateurs peut se mettre en œuvre sont des points extrêmement importants. Les bénéfices de l'engagement collaborateur sont multiples, hein, je ne vais rien vous apprendre. Le premier point, c'est une qualité accrue de travail. C'est une évidence qu'un collaborateur qui se sent bien engagé dans l'entreprise va automatiquement faire en sorte de proposer une qualité qui est meilleure de travail, une amélioration de la performance qui en découle, hein, typiquement, par le dépassement de fonction, le dépassement de soi, une meilleure rétention des talents car la croyance en l'avenir de l'organisation va être renforcée, une limitation de l'absentéisme qu'on va dire imprévu et imprévisible, une résilience organisationnelle et cette capacité collectivement à surmonter les crises, les transitions ou les changements. Et le dernier point qui est important et qui est absolument nécessaire, c'est que l'engagement des dirigeants et l'alignement stratégique est important. Si les dirigeants croient dans l'investissement dans les talents, dans l'écoute collaborateur, dans une prise de décision alignée sur le collectif, c'est ce qui va nous permettre d'avoir des bénéfices durables sur l'engagement collaborateur. On souhaitait, avec Jean-Marc, vous donner quelques chiffres et quelques éléments clés de l'engagement collaborateur. La dernière édition 2023 de l'étude annuelle Gallup, qui concernait le State of the Global Workplace, laissait dire qu'en France, 7% des employés étaient engagés. Donc on se situait sur une 36e place sur 38 en matière d'engagement. Et qu'on avait 35% des Français qui souhaitaient changer de poste. Alors, à l'échelle européenne, c'était un peu plus important. Donc là, on a deux données qui sont assez différentes l'une de l'autre, hein. On a globalement en France assez peu d'employés engagés au sens de Gallup, mais paradoxalement, on a des gens qui sont peut-être pas forcément enclins à changer. Je relativise vraiment les études Gallup, puisque si certains ou certaines d'entre vous les connaissent, on a vraiment quand même un aspect sociologique et une typologie de rapport au travail qui est très différente. Et ça, on le voit quand on regarde notamment la moyenne des salariés engagés, qui s'élève à 13% en Europe et à 23% dans le monde entier. Donc 23 au niveau mondial, 13 au niveau européen, 7 au niveau français. Alors de là à dire que nous sommes râleurs en France et que nous sommes négatifs, je ne vais pas le dire, mais automatiquement, ça peut nous permettre de nous faire poser des questions sur ce qu'est l'engagement et notre rapport à l'engagement tel qu'il est signifié par l'enquête Gallup. L'autre élément qu'on souhaitait partager avec vous, c'était des éléments qui sortent du baromètre. Comme vous le savez, Hemming réalise chaque année un baromètre sur l'absentéisme. Et cette année, le baromètre avec un focus, hein, sur les managers. Et le premier point, c'est que 70% des managers déclarent que leurs difficultés se répercutent sur leur équipe. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand la ligne managériale est en difficulté, pour réaliser son travail de manager, pour pouvoir répondre aux demandes de la direction, on voit bien que l'équipe va être en difficulté. Donc prendre soin des managers et du management, c'est bien sûr prendre soin de l'équipe. Et un autre aspect qui nous paraissait important dans les chiffres que l'on avait, c'est
45% des managers désengagés considèrent que leur équipe est également désengagée, versus 8% des managers qui sont, eux, engagés. Donc, on voit bien que finalement, ces chiffres nous disent quoi? Nous disent que quand un manager est désengagé, euh, ça agit sur son équipe, ça se répercute sur son équipe. Ça paraît tout à fait évident. Et quand on voit bien que quand un manager, lui, est engagé, hein, effectivement, euh, 8% des managers qui se déclarent engagés, c'est quand même assez étonnant. Donc on peut s'interroger finalement sur le rôle du management qui lui a donné, la place qu'il lui a donnée et la facilité qu'on lui donne pour bien exercer son métier. Les clés de l'engagement, je te laisse peut-être Dominique parler de ce chiffre. Oui, une étude en 2023 qui est issue de l'étude IBET, hein, l'indice de bien-être au travail, indique que 13 250 euros, c'est le coût et c'est ce que coûte le désengagement par an et par salarié, c'est-à-dire en augmentation de 32% par rapport à 2022. Donc ça, c'est un élément clé hein, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui signifie quand même automatiquement que, premièrement, le désengagement, il a un coût pour l'organisation, des coûts directs et des coûts indirects, hein, qui peuvent être liés à l'absentéisme, au turnover, au remplacement, mais également possiblement à une baisse de performance au sein de l'organisation. Et le deuxième élément qui est essentiel, c'est qu'on constate hein, malheureusement une augmentation de ce coût moyen entre 2022 et 2023. Ce qui nous paraît important aussi, c'est de parler et d'échanger avec vous sur les indicateurs de l'engagement. Alors, on pourrait dire finalement l'engagement, il se perçoit, il se voit. Alors, la première chose déjà, et ça c'est ma conviction, il se voit à travers des signaux faibles, que ce soit individuel ou collectif. Alors, c'est des signaux faibles qu'on peut retrouver aussi quand on parle de motivation, hein, le manque d'entrain, la négativité, le cynisme. Ça peut être aussi le fait que dire, voilà, vous voulez recruter un collaborateur et vous demandez à vos équipes ils connaissent quelqu'un et là, personne ne répond. Ils connaissent personne. Donc là, ça peut être aussi un signe qui se joue quelque chose en termes d'engagement au niveau de l'équipe. Il y a bien sûr différents KPI que vous pouvez mettre en place, hein, par exemple le turnover, le taux d'absentéisme. Ce sont des indicateurs hein, qui donnent bien sûr une idée assez claire sur l'engagement à travers la notion effectivement de fidélisation. Et puis il y a quelque chose qui nous semble extrêmement important, les remontées des collaborateurs via un dialogue avec le terrain. C'est-à-dire que notre conviction, c'est que le terrain parle, le terrain dit des choses. Et quand est instauré en fait un dialogue continu avec un respect réciproque, hein, on se dit les choses, hein, mais ça veut dire qu'en face, on est capable de les entendre, que ce soit du côté effectivement de la ligne managériale et de la direction, éventuellement du côté des équipes. Donc ce dialogue terrain, à mon avis, c'est ce qui va permettre de comprendre ce qui se passe, de réguler les choses, de capter aussi hein, des informations qui ne sont pas toujours visibles avec les KPI. Donc ça, c'est, à notre avis, trois dimensions qui vous permettent de suivre cette notion de désengagement. Et puis en complément, peut-être, bien sûr, vous le faites certainement, hein, des baromètres internes. Alors le baromètre, il est toujours intéressant, hein, mais le baromètre, il donne, c'est juste un indicateur hein, sur différents sujets. Ça ne dit rien du pourquoi, ça ne dit rien du comment on va faire pour résoudre des choses. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. Et peut-être il y a une notion, il y a peut-être un outil que j'ai vu récemment dans les entreprises, hein, c'était et qui s'inspire un petit peu de ce qu'on peut faire avec des clients. Hein. Vous savez, toutes les entreprises aujourd'hui essayent de voir si un client sera amené à recommander une marque ou un produit. De la même façon, les entreprises ont mis en place l'Engagement Net Promoter Score, qui est en fait répondre tout simplement à une question, hein, quelle est la probabilité pour que, en tant que salarié, vous soyez amené à recommander à un proche de venir travailler dans l'entreprise. Et cet indicateur, un indicateur assez puissant, hein, qui peut indiquer le niveau d'engagement de vos collaborateurs. Alors, Sur les le temps facteurs qui passe. influent, oui, Ouais, le temps passe. Dominique, On va tenter d'accélérer un peu la présentation pour être et tenter de répondre à vos questions également à la fin. Donc, on a différents facteurs qui vont être influents et qui vont être freins à l'engagement. Donc, le premier facteur va être l'autonomie et la responsabilité dans le travail. Donc, la capacité qu'on va avoir en fait
à proposer un peu plus d'autonomie et proposer de la responsabilité, de la responsabilisation dans le travail au niveau des équipes pour permettre de développer la confiance, l'expression possible des potentiels, la créativité, la sortie des sentiers battus et également le sentiment d'accomplissement des collaborateurs. Donc ça, c'est un point qui est essentiel et qui, je veux dire, qui va jouer des deux côtés. Plus d'autonomie, plus de responsabilisation vont entraîner automatiquement une satisfaction plus grande et un engagement plus grand. Moins de responsabilisation, moins d'autonomie vont automatiquement faire poser des questions à des collaborateurs. Le deuxième point qui est extrêmement important va être la clarté de la culture et des valeurs d'entreprise. Euh, j'ai une vision très claire de la chose. On a eu pendant pas mal de temps tout un ensemble de cultures et de valeurs d'entreprise bullshit, où on communiquait des choses qui n'étaient pas portées en interne dans l'attractivité. Ça, je pense qu'il est vraiment extrêmement important et beaucoup d'organisations l'ont compris, c'est qu'on ait un alignement entre ce qui va être affiché à l'extérieur pour attirer les collaborateurs et également à l'intérieur de l'entreprise pour les manager avec les pratiques réelles. Donc il est extrêmement important qu'il y ait un alignement des cultures et des valeurs d'entreprise avec ce qui est réellement pratiqué au sein de l'organisation, qu'il y ait une reconnaissance également de l'organisation, on va dire, sur les efforts qui sont à fournir en termes de management ou de reconnaissance, pour permettre d'éviter que l'engagement on va dire, se dilue, parce que souvent c'est l'opposé qui est fait. Le troisième point qui est essentiel et sur lequel on ne va pas revenir, on en a déjà parlé, c'est l'alignement des valeurs personnelles sur celles de l'entreprise. Alors ça, forcément, c'est un petit peu compliqué. On a autant de caractères et de valeurs personnelles qu'on a de collaborateurs, mais il y a tout un ensemble de moments au cours de l'année. Et puis il y a quand même une finesse managériale qui doit permettre de comprendre les valeurs et notamment de détecter si à un moment donné dans la pratique managériale et dans la manière de conduire au quotidien les opérations, des collaborateurs peuvent se trouver en injonction contradictoire entre ce qu'on leur demande de faire et les valeurs personnelles qu'ils ont et qu'ils incarnent. Et le dernier point qui est absolument essentiel et qui a été évoqué depuis le début de ce webinaire, c'est notamment l'efficacité du management et la transparence de la communication. L'efficacité du management, ça va être sous quels angles? Ça va être le modèle de comportement et d'attitude, la confiance et la transparence qu'on va inspirer aux équipes, le fait d'avoir une vision claire et qui peut être inspirante, le soutien au développement des compétences, l'anticipation par l'observation et les actes et la capacité que vont avoir le management à gérer, à résoudre les conflits, et la crédibilité et l'intégrité. Donc ça, ce sont des facteurs qui sont essentiels et qui influent à la fois le développement, mais qui également, en cas d'absence, peuvent freiner l'engagement. Derrière ça, on a également trois éléments qui sont essentiels et qui, de la même des manières, peuvent être des promoteurs ou des freins à l'engagement. La clarté des objectifs. Alors, je vais vous faire grâce du modèle SMART, mais qui pourtant est très souvent connu, mais qui est pas toujours appliqué. Il faut impérativement que les objectifs soient clairs, définis, mesurables, atteignables, réalistes, posés dans le temps. Donc, c'est une nécessité. Et les objectifs, encore une fois, sont parfaitement positionnables à tout niveau de l'organisation. On n'est pas simplement là à mettre des objectifs pour de l'encadrement des cadres dirigeants, voire même des commerciaux. À tout niveau, on peut produire et on peut poursuivre des objectifs. Le deuxième point qui est extrêmement important, c'est la reconnaissance reçue, la capacité à satisfaire en fait le besoin essentiel qui est lié à la réalisation de soi, le renforcement du sentiment d'utilité des collaborateurs, qui va leur permettre de renforcer leur estime d'eux-mêmes et qui va stimuler la motivation intrinsèque, puisque quand on satisfait personnellement un collaborateur et on va l'encourager à l'initiative, ce qui peut l'amener à chercher un dépassement de fonction. Et le dernier point, je te laisse intervenir, Jean-Marc. C'est tout ce qui est qualité de vie au travail, qu'on peut appeler qualité de l'environnement de travail. Ça, c'est un point qui est essentiel. Et quand on parle de ça, on ne parle pas simplement, finalement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer le bien-être des collaborateurs. C'est l'attention qui va être portée par l'entreprise, par le manager, à en quoi l'environnement de travail qui est proposé à mon équipe, à mes collaborateurs, va favoriser, en fait, la possibilité de produire un travail de qualité.
Et on sait très bien que cet environnement de travail il est essentiel. Alors, il y a des choses très concrètes, hein, les moyens pour travailler, l'environnement dans lequel on travaille, la qualité des relations qu'on peut avoir dans une équipe. Et ce sont des points qui sont essentiels. Nous, quand on travaille en fait sur ces sujets de qualité de vie au travail, on va vraiment sur des choses extrêmement concrètes, hein, voilà, sur des questions très précises, sur et comment en fait les personnes, les collaborateurs d'une équipe perçoivent leur environnement de travail. Et à partir de là, on a des axes, voilà, de travail et d'amélioration qui vont contribuer à l'engagement des collaborateurs. Je me demandais, Dominique, si on ne pouvait pas prendre les questions à ce stade. Alors, je pense que ce qu'on peut faire, si tu en es d'accord, c'est que Hum, nos participants retrouveront l'analyse des stratégies éprouvées. Ce qu'on peut peut-être oui, faire, c'est directement passer à la culture dynamique et inspirante et comment d'accord, on peut être en capacité de l'instaurer, ce qui permettra également à nos participants de prendre connaissance un peu d'une forme de méthodologie. d'accord. Est-ce que tu veux parler de cette diapositive ou... Bien sûr. Donc, la communication managériale est extrêmement importante. On l'a évoqué, on l'a redit, la primordialité du management de proximité dans le maintien de l'engagement au quotidien est extrêmement important. La manière dont on va communiquer d'une manière loyale et efficace, alors bien évidemment, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, toutes les vérités ne sont pas possibles à dire. Par contre, les dire avec efficacité et loyauté et assurer un axe de communication qui soit montant et descendant permet de continuer à engager et de développer l'engagement des collaborateurs. Une notion qui apparaît essentielle et en tant qu'accompagnant de pas mal d'organisations est parfois difficile à mettre en œuvre, il y a l'exemplarité et le courage managérial. Le courage managérial, c'est cette capacité qu'on va avoir à gérer les situations qui sont parfois complexes, la conduite du changement, les situations possibles de conflit, la résolution de conflits et tout simplement l'adage dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit. Et tout ça nous permet de nous dire que le management est un acteur majeur de la durabilité et de l'engagement collaborateur. Donc ça, je vais faire juste un rappel rapide. On avait mis en place avec Jean-Marc un guide avec aiming sur les 10 questions que tous les RH se posent sur l'engagement collaborateur. Le management était un acteur majeur de la durabilité. Pourquoi? Parce qu'il permettait la proximité opérationnelle, il offrait des feedbacks réguliers et constructifs aux collaborateurs, il permettait également une écoute active et le manager a ce rôle primordial de proposer de l'écoute active. L'exemplarité qu'il avait permettait d'inspirer les collaborateurs. À son niveau, il pouvait décider et clairement, c'était surtout une pierre angulaire du parcours pro du collaborateur, c'est-à-dire que le maintien de l'engagement ne peut se faire que par la communication ou par l'exemplarité. Il doit également se faire parce qu'à un moment donné, le manager évalue correctement le potentiel du collaborateur et lui permet des évolutions. Alexandra, on lance le sondage ou on prend les questions? Non, on va prendre justement, j'allais vous proposer de prendre les questions, car j'en ai déjà du coup dans l'onglet questions, donc je vais vous les poser. Alors, la première question. Comment favoriser la motivation des employés dans une PME où les possibilités d'évolution de carrière sont très limitées afin qu'ils se sentent épanouis malgré l'absence de perspective de progression? Je vous Alors, laisse répondre à la oui, question. je réponds très rapidement, hein. De mon point de vue, c'est partir du principe que le seul levier de motivation, c'est la possibilité d'évolution. Ce qui est peut-être vrai pour certains, mais qui n'est pas forcément vrai pour tous. On a vu que la motivation, elle était plurifactorielle. Donc, ça veut dire que, effectivement, si cette possibilité n'existe pas, et ça peut arriver dans une PME, il y a d'autres leviers, voilà, sur lesquels il est possible d'agir. Et donc là, ça va être plutôt un travail qui va être vraiment un travail individuel, à dire aux personnes tout simplement, voilà, qu'est-ce qui est important pour toi au travail et dans quelle mesure en tant qu'entreprise, avec la structure que j'ai et ce que je peux faire et pas faire, ben, je peux répondre à ces éléments ou je peux renforcer ce qui est important pour toi. Dominique, peut-être, en complément? Non, c'est parfait ce que tu as évoqué. Je pense que tu as tout dit et de toute façon, l'évolution est pyramidale et qu'on se situe dans une PME ou dans un grand groupe, il y a automatiquement des plafonds verts qui peuvent se mettre en place, ne serait-ce que par la compétence. Donc,
qu'on peut faire en effet, c'est même si les collaborateurs ne sont pas amenés à évoluer, c'est développer leur expertise. Développer leur expertise, travailler possiblement, et c'est le cas souvent dans les PME que j'accompagne, les sujets de transmission de savoir-faire, et être en capacité de les développer également sur le tutorat ou le mentorat et l'accompagnement de collaborateurs. Donc, il y a pas de solution sur mesure enfin, il n'y a pas de solution sur étagère qu'on peut trouver comme ça. Mais je pense que c'est pas une fatalité de considérer qu'on est une PME et qu'on n'a pas, en effet, forcément la possibilité d'avoir des échelons d'évolution, notamment managériaux, infinis. Très bien. Merci beaucoup à vous deux. Alors, là, je vous pose la deuxième question. Comment, selon vous, est-il possible d'adapter, les stratégies d'engagement en fonction des différentes générations dans l'entreprise pour répondre à leurs attentes spécifiques? Dominique, je sais qu'on en a parlé, je te laisserai prendre en premier. Alors ça, c'est un point sur lequel j'accompagne pas mal d'organisations. C'est vrai que les différents, enfin, le côté générationnel, il prend aujourd'hui une place qu'il ne prenait pas auparavant, alors que pourtant, je vais peut-être vous choquer, il a toujours existé. Et on a toujours eu ces questions d'intergénérationnel, de comment on fait avec les jeunes, du rapport au travail. Ma posture, elle est assez simple. Et ça, moi, je le travaille avec les entreprises que je peux accompagner sur ce sujet. C'est de se dire, tout simplement, comprendre les systèmes de valeurs, comprendre les aspirations, travailler, si vous voulez, la chute des préjugés, les biais de perception qu'on peut avoir les uns les autres, et reposer en fait les valeurs communes et comprendre également les différences de valeurs et les différences de trajectoire. Donc, c'est difficile en quelques secondes de l'expliquer, mais pour moi, ce n'est absolument pas une fatalité et c'est des choses qui se traitent concrètement dans l'organisation. Alors, juste en complément, peut-être, moi, ce qui me marque beaucoup, hein, s'il y a peut-être un marqueur que je vois différent, générationnel, et encore je le dis avec des guillemets, c'est que on voit bien que, et on se rend compte, c'est pas simplement au travail, hein, c'est vrai dans la vie aussi, hein, on peut dire que les jeunes générations ont plus envie de vivre des expériences que de développer une expérience. C'est deux choses qui sont différentes. Donc peut-être qu'une entreprise va se dire, mais comment je permets à ce que mes jeunes employés vivent une expérience dans l'entreprise plutôt qu'ils soient dans une dynamique de se construire une expérience. Et là, ça peut ouvrir des champs qui sont, à mon avis, intéressants. Très bien. Merci beaucoup à vous deux pour la réponse à cette question. Alors, je vous pose une troisième question, plus complexe. Comment favoriser l'engagement dans une société en grande difficulté financière et en perte de marché? Alors ça, c'est effectivement une question qui est complexe. Et, c'est difficile quand on n'a pas tous les éléments. On peut dire que ce qui se passe avec cette entreprise, il y a une notion d'incertitude. Finalement, voilà, il y a une incertitude qui pèse sur l'entreprise. On sait très bien que l'incertitude, ça peut créer du désengagement. Donc, moi, je dirais plusieurs choses très spontanément. La première chose, c'est, disons, être le plus clair possible, être le plus transparent possible, pas prendre les salariés entre guillemets pour des idiots. En fait, ils connaissent la situation et ils ont besoin d'avoir un discours. Hein, on parlait de transparence, authenticité. Je pense que c'est des choses qui sont importantes. La deuxième chose qui me paraît essentielle aussi, c'est de se dire, tiens, finalement, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour essayer voilà, de contrôler au mieux cette situation qui s'impose à nous. Et ça, il y a des réponses collectives, il n'y a pas que des réponses, il y a bien sûr des réponses au niveau de la direction, mais il y a des réponses collectives qu'il est possible de faire. Et peut-être le troisième point, c'est aussi de se dire, tiens, on existe en tant qu'entreprise, on a aussi des forces hein, qui nous ont fait qu'on a existé pendant des années. Quelles sont ces forces et comment aussi préserver ce qui est important pour nous. Donc voilà, c'est peut-être trois éléments sur lesquels je serais amené à proposer un travail ou une réflexion. Dominique, peut-être tu... En complément, non, tu as à peu près tout dit. Je pense que simplement pour rajouter à ton propos, il y a la notion d'acceptation, une communication qui se veut transparente et claire et honnête vis-à-vis des collaborateurs, bah, va permettre justement de travailler l'acceptation de la situation et qu'on soit dans la réussite, qu'on soit dans le développement ou qu'on soit dans la difficulté, l'acceptation de la situation va permettre de répondre par des stratégies. Alors, bien évidemment, quand on est dans la difficulté, il va y avoir tout un ensemble de questions de trajectoire individuelles qui peuvent se poser et des gens qui vont se poser la question de la durabilité.
Mais ce fait de communiquer, d'être dans la transparence et de faire en sorte, peut-être d'avoir des moments qui sont pas toujours agréables, hein. On parlait du courage managérial, mais de se confronter à des collaborateurs pour leur dire les choses permet très souvent d'apaiser la situation et de repartir sur une dynamique où on va être en capacité de faire face et de faire front collectivement face à une situation qui est pas simple. Très bien. Alors, on a juste un petit peu de temps pour répondre à une dernière question. Quelles sont les hypothèses de l'augmentation du coût de l'engagement, selon vous? Jean-Marc, Dominique? Alors, j'essaye de comprendre la question Oui, oui, bien déjà. sûr. Alors, les hypothèses, tu peux les répéter? Quelles sont les hypothèses de l'augmentation du coût de l'engagement? Donc, J'imagine dans la mise en place comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, hmm, peut-être de l'engagement, formation. alors oui, c'était l'idée de se dire le désengagement a un coût, mais mettre en place des politiques d'engagement, ça a également un coût. C'est ça peut-être? Je sais Je- pas. Potentiellement, je pense. Ok, Alors, ouais, ou on peut le comprendre aussi dans l'axe de se dire, entre 2022 et 2023, ce coût, il a fortement augmenté. Est-ce que ça va continuer à augmenter ou est-ce que ça peut s'inverser? peut-être, peut-être, Très bien. c'est ça. C'est une Mais question, c'est une question qui est extrêmement complexe à répondre parce que globalement, on se rend compte, hein, et on le voit notamment. Alors, j'ai pas encore la primauté du baromètre aiming de l'absentéisme pour l'année dernière, mais on se rend compte qu'actuellement, on est quand même dans une dynamique qui est assez complexe, qui fait aussi qu'il y a une volatilité qui est assez importante des collaborateurs. Donc ma perception des choses est que dans l'état actuel des choses, et si on le prend d'une vision travail, mais aussi une vision macroéconomique, je suis pas certain malheureusement que le désengagement va s'améliorer et on va se retrouver à une situation dans une dynamique un peu plus positive. Maintenant, c'est pas pour autant que les entreprises, pour se différencier, ne doivent pas mettre en place tout un ensemble d'éléments qu'on a essayé de vous préciser aujourd'hui pour lutter contre ça et créer pour moi une dynamique et un avantage concurrentiel, quoi. très bien. Merci beaucoup à vous deux. Ce webinaire sur l'engagement collaborateur et la motivation est maintenant terminé. Le support de présentation de ce webinaire vous sera envoyé par email à la fin de la session. Et pour aller plus loin, vous pouvez également télécharger les 10 questions que tous les RH se posent sur l'engagement collaborateur réalisé en partenariat avec Dominique et son entreprise, donc Pionnier Conseil. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos webinaires RH sur le site eming.fr. Merci beaucoup Jean-Marc, merci beaucoup Dominique pour ce Merci. webinaire très enrichissant sur l'engagement collaborateur et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Merci à vous. Au revoir. merci, au revoir. Au revoir.